pas grave. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle balade lunaire, la troisième du nom, consacrée au deuxième jour de la lunaison. Voilà. Alors, j'agrandis les choses. Tac. Alors, là, la lumière, jour 2. C'est parti. Alors, je vais déjà commencer. Le mois dernier, je vous avais présenté le jour de la pleine lune. Ah, le chat est devant la télé. J'espère qu'il ne va pas changer de chaîne parce que quand il s'installe, il change de chaîne et ça serait bien dommage. Non, oh là là. Bon, ok, c'est pas grave. Oui, donc je reprends. Donc le mois dernier, je vous ai présenté la pleine lune, qui permet en fait de se rendre compte un peu de tous les reliefs et toutes les formations géologiques qu'il y a de visibles sur la Lune. Mais il faut bien dire que la pleine Lune, c'est pas le meilleur moment pour observer la Lune. Oula, on a commencé. Oui, vous êtes avec, avec moi, là. J'entends Brigitte, c'est bon? Ok. Donc, on va aujourd'hui, donc je vais vous présenter en fait le deuxième jour de la lunaison. Mais avant d'aller plus en détail sur la présentation de cette journée particulière sur la Lune, on va quand même essayer de voir quelques bases avant tout. Alors, déjà, la Lune tourne autour de la Terre en 27 jours, 7h43 minutes. C'est ce qu'on appelle la période sidérale. C'est en fait quand la Lune effectue une orbite complète autour de la Terre par rapport aux étoiles fixes. C'est-à-dire que elle revient au même endroit, c'est-à-dire dans le ciel. Si elle se retrouve un moment dans la constellation du Lion, elle mettra 27 jours, 7h43 minutes pour revenir dans la constellation du Lion à la même ascension droite. Mais elle n'aura pas forcément le même visage. Hop là. Donc, une autre notion, c'est la lunaison. La lunaison, c'est l'intervalle de temps entre deux nouvelles lunes. C'est en fait, on pourrait dire que c'est chaque premier jour du mois, en fait, lunaire. Voilà. C'est-à-dire que voilà, c'est entre deux nouvelles lunes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'intervalle de temps entre deux phases identiques. Et cet intervalle de temps s'appelle la période synodique. Du fait du mouvement de la Terre autour du Soleil, cette période est plus longue que la période sidérale. Elle dure 29 jours, 12 heures et 44 minutes en moyenne. Parce qu'il y a des moments où la Lune est plus proche de nous et la Lune est plus éloignée de nous. Donc forcément, ça varie, ça fait varier un peu le temps de révolution synodique. Donc, les jours, puisque nous, on va, avec ces balades lunaires, on va se promener en fait à travers les différents jours de la lunaison. C'est cette période synodique qui va nous intéresser et on va pouvoir faire une quinzaine de balades en fait, puisque la pleine lune, c'est à peu près au 15e jour de la lunaison, plus ou moins. Alors, la Lune montre toujours la même face,
mais il y a des mouvements supplémentaires de notre satellite qui permettent d'en voir un peu plus, jusqu'à 59% de sa surface. C'est la libration. On verra justement, surtout aujourd'hui, par exemple, que ça peut avoir des conséquences. Certaines formations seront visibles certaines fois et ne le seront pas d'autres fois. Alors, la région la plus intéressante à observer sur la Lune, ça va être la région du terminateur. C'est la limite entre le jour et la nuit sur la surface de la Lune. Les reliefs sont fortement contrastés du fait de la lumière rasante du Soleil. C'est cette zone-là qu'on va regarder en priorité. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au jour numéro 2. Pourquoi passer directement au jour numéro 2? C'est tout simple, parce que après la nouvelle lune, un jour après la nouvelle lune, il n'y a absolument aucun détail de visible sur la Lune. C'est tellement, le croissant est tellement fin qu'on ne perçoit aucun détail à l'œil. Certains, par contre, vont quand même essayer d'observer le croissant de Lune le plus jeune. C'est un challenge difficile parce qu'il faut trouver la Lune. Elle est souvent noyée dans les lueurs du crépuscule, ou si c'est juste avant la nouvelle lune, dans les lueurs de l'aube. C'est un challenge intéressant. Certains arrivent à photographier la lune jeune quand elle a une vingtaine d'heures, d'autres 17 heures, et certains, enfin, c'est un peu le concours à celui qui fera la lune la plus jeune, qui réussira à photographier la lune la plus jeune. Mais si on veut voir des détails sur la lune, c'est pas le meilleur moment, quoi. Là, je vous présente. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait faire une quinzaine de balades lunaires. Alors, pourquoi pas faire 29? Tout simplement parce que, en prenant l'exemple du jour numéro 2, aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la lunaison, mais c'est aussi, la même région sera exposée à la lumière rasante, à la lumière rasante du Soleil, une fois quand il se lève sur la Lune, une fois quand il se couche. Donc, le jour 2, le terminateur du jour 2 est équivalent au terminateur du jour après la pleine lune. Sauf qu'en fait, au jour 2, les objets commencent à apparaître et au jour d'après la pleine lune, ce sont des cratères qui vont disparaître, où le soleil va se coucher sur ces cratères. Donc, je ne vais pas faire une présentation du jour 16 si on a le même terminateur que le jour 2. Ce serait un peu ballot. Donc, on va faire, tout au long de ces mois, on va faire une balade, une quinzaine de balades lunaires. Tac. Alors, voilà l'aspect du croissant lunaire au deuxième jour de la lunaison. C'est un croissant assez fin. Alors, ce que je vais faire, je vais aller chercher la photo dans laquelle d'où est tiré ici. Voilà. On va pouvoir aller se rapprocher un petit peu. Voilà. C'est une photo que j'ai trouvée sur Internet. C'est un internaute qui l'a mis sur sa page Reddit. Et c'est une des meilleures photos que j'ai vues de ce jour de la lunaison. Voilà, on part. Alors, c'est un fin croissant et on commence. Bon, c'est pas d'une évidence extrême, mais on commence à apercevoir certains reliefs,
certains cratères, certaines formations. Et on va pouvoir aller un peu plus en détail à la surface de ce croissant. Tac. Je vais continuer à faire le tour. Alors cette photo, en fait, c'est un jour 2 et quelques, on va dire. C'est 2,5 jours environ. Parce qu'il y a des cratères que l'on voit qui, normalement, sont encore un petit peu dans l'ombre quand on est pile poil aux 48 heures après la nouvelle lune. Voilà. Alors, je vais revenir à la balade lunaire. Alors, première chose qu'on va pouvoir observer, c'est la lumière cendrée. Alors, la lumière cendrée. Alors là, vous voyez un exemple de lumière cendrée. Le croissant brillant, fin et brillant ici, et puis la face non éclairée de la Lune qui apparaît malgré tout dans une faible lueur. Alors, la lumière cendrée. La lumière cendrée, c'est la faible lueur due au clair de terre sur la partie sombre de la Lune. Vous avez là sur le petit schéma, donc le Soleil, qui éclaire la Terre et qui renvoie la lumière du Soleil qui s'y réfléchit sur la surface de la Terre vers la Lune. Pour les habitants de la Lune, c'est une grosse pleine terre ou une terre gibbeuse qui leur apparaît et qui éclaire fortement la surface de la Lune. Et on doit cette explication, l'origine de l'explication, en fait, c'est Léonard de Vinci qui avait imaginé que c'était la lumière du Soleil qui se réfléchissait sur la surface de la Terre qui éclairait ainsi la Lune. Alors, il n'y a pas que la lumière cendrée observée sur la Lune. On va commencer à voir quelques détails, et notamment les premières mers. Alors, voilà la marée Humboldt. Ça, c'est une photo prise par la mission Apollo 11, il me semble. Alors, la mer de Humboldt, c'est la seule mer qui porte le nom d'un personnage. Sinon, c'est bon, c'est la mer des crises, la mer des humeurs, la mer de la tranquillité, la sérénité, etc., etc. C'est la seule qui porte le nom d'une personnalité. Alors, j'ai d'autres photos de la mer de Humboldt. Elle fait 273 km de diamètre. Alors, elle est vraiment en bordure du disque lunaire. Elle est, justement, ce que je disais tout à l'heure, elle est parfois visible, parfois invisible, du fait de la libration de la Lune. Et Alexandre de Humboldt est un naturaliste, géographe et explorateur allemand du XVIIIe siècle, enfin XVIIIe, XIXe. Et je vais revenir sur l'image ici. Alors, que je retrouve, voilà. La mer de Humboldt, c'est ça. Voilà.
Donc c'est vraiment en bordure. Il y a des moments où la libration fait que la mer de Humboldt est invisible. Je reviens ici. Alors, autre mer plus connue qu'on a pu voir aussi le mois dernier, hein, je vous ai présenté les principales mers visibles sur la Lune. La mer des Crises. Là, c'est encore une photo d'une des missions Apollo, peut-être Apollo 16, Apollo 17. Voilà. Ah. La mer des Crises est beaucoup plus visible. Elle est visible tout le temps hein, sur la surface de la Lune. Enfin, quand elle est, enfin, disons qu'elle est sur la face visible de la Lune, elle est toujours présente. Ça, c'est aussi une mission Apollo, une vision oblique, assez impressionnante de la mer des Crises, du début de la mer des Crises. Alors, la mer des Crises, elle fait 570 km par 620 km. Elle est donc ovale, mais vu qu'elle est un petit peu excentrée sur la surface de la Lune, elle nous apparaît ronde. Et l'origine de la mer des Crises, c'est sans doute une météorite qui a formé un bassin d'impact, le bassin des Crises, qui fait 740 km de diamètre. Il y a environ 3,8 milliards d'années. Ça, c'était pour les mers. On verra dans les jours suivants qu'il y a d'autres mers qui apparaîtront. Alors, il y a aussi quelques cratères qui vont sortir de l'ombre, ou y entrer si on étudie le jour d'après la pleine lune. Et on va les voir successivement. Donc, ça va être Langrenus, Vendelinus, Furnarius, Condorcet, Berossus et Anne. Ce n'est pas des cratères qu'on connaît forcément, ce n'est pas les cratères les plus connus, ce n'est pas Tycho, ce n'est pas Copernic, mais on verra qu'ils sont assez sympas. Allez, on va commencer par Langrenus. Ah, avant, je vais quand même revenir ici, à cette image-là. Là, on a vu la mer de Humboldt. Vous allez tout de suite reconnaître la mer des Crises. Voilà. Le soleil qui se lève sur la mer des Crises. Elle n'est pas encore complètement découverte, mais ça commence. Et il faut que je pense à alterner les deux. Alors, Langrenus. Alors, Langrenus, c'est un cratère bien classique avec son pic central qui fait 132 km de diamètre et qui est profond de 2700 mètres. Et il tient son nom de l'astronome ingénieur mathématicien flamand Michael Florent van Landgren. Ça a été le premier scientifique à dessiner une carte lunaire tout en donnant des noms de nombreux lieux jusqu'à donner son propre nom à ce cratère. Voilà. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.
Alors, Langrenus. Alors, Langrenus, si je me souviens bien, voilà, on le reconnaît là. Parce que les photos que vous voyez, que je vous ai mis auparavant, ce sont des photos prises par des sondes. La plupart du temps, soit ce sont les missions Apollo, les grandes photos qu'on a pu voir là, rasantes, soit ce sont les missions, voilà, c'est la mission Lunar Reconnaissance Orbiter, donc une mission américaine, donc un satellite qui cartographie et qui photographie la Lune euh, régulièrement. Je ne sais pas s'il est encore en fonction, LRO. Ouais. Et donc voilà, Langrenus, on le reconnaît bien ici, avec son pic central. Et vous voyez en fait pourquoi c'est intéressant, parce que d'observer au Terminateur, parce que là, on a cette impression de relief due au jeu d'ombre et de lumière. Donc Langrenus est en dessous de la mer Négrise, bien en dessous. Vendelinus. Vendelinus, c'est un cratère qui fait 141 km de diamètre, profond de 2600 mètres. Alors, c'est un cratère d'impact, ça se voit d'ailleurs, qui est fortement érodé et non loin de la mer de la fécondité. Alors, la mer de fécondité n'est pas encore visible. Elle le sera jour 3 ou 4, je crois. Il porte le nom de l'astronome flamand Godefroy Vendelin. Vendelinus sur l'image. Pas super évident, mais il est là. C'est ce cratère un peu abîmé qui est en dessous de Langrenus. Autre cratère, Furnerius. Furnerius. Alors, j'ai moins d'infos là-dessus. C'est un cratère qui fait 126 km et profond de 3500 mètres. Alors, si je ne m'abuse, ce que je vais faire, parce que je ne veux pas me tromper, je vais aller chercher. Hop, tac. Je vais aller chercher sur l'atlas virtuel de la Lune. Alors, Furnerius. Qu'est-ce que je disais? Pas toutes les formations. Je vais chercher l'information. Voilà. Alors là, sur l'atlas virtuel, il n'est pas encore visible. On va aller voir ça. Tac. Ok. Furnerius, par rapport alors, on retrouve Vitelius, Vendelinus, il est là, Furnerius, ok, d'accord, je vois. Je reviens sur la photo. Et Furnerius,
ce doit être celui-ci. Voilà. Là, c'est un cratère qu'on verra surtout au 3e jour, c'est le cratère Petavius. Mais qu'on commencera sans doute voir, ce que je disais tout à l'heure, c'est une photo qui date pas du 2e jour pile, mais qui, 2e jour plus quelques heures, en fait. Voilà. Alors, ensuite, un cratère plus facile à repérer, c'est le cratère Condorcet. Il n'est pas très grand, 75 km de diamètre, 2650 mètres de profondeur par rapport entre le fond du cratère et les hauts des remparts, en fait. Mais il est super facile à repérer puisqu'il est juste en bordure de la mer des Crises. Et là, vous pouvez voir, en fait, sur la carte, nombre de cratèrlets qui portent des noms les mêmes noms, mais avec une lettre. C'est des cratères qui sont liés à Condorcet, et voilà, Condorcet, T, A, E, H, G. Il y a d'innombrables petits cratères à proximité de Condorcet. Son nom, en fait, est beaucoup plus récent, et c'est un certain nombre de cratères qui sont nommés depuis 1935 par l'Union astronomique internationale. Et donc, c'est l'UAI qui a donné le nom du célèbre mathématicien et philosophe français à ce cratère. Et on va le voir sur l'image. Voilà. Hop. On revient. Voilà. Là, vous avez la mer des Crises. Et ce cratère-là, c'est Condorcet. C'est facile à repérer. Juste en bordure de la mer des Crises. Tac. Ensuite, alors deux cratères, un petit peu inséparables, les cratères Berosus et Anne, qui font respectivement 74 et 84 km. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur ces cratères, ce n'est pas des cratères connus, hein. Je n'ai pas trouvé grand-chose dessus. Mais vous allez voir qu'ils sont assez facilement reconnaissables. On va aller. Ben voilà. Vous les avez là. Tac. Berosus et Anne. Donc, ça ne devrait pas être très compliqué à observer. Après, il y a aussi ces histoires de libration, hein. Là, il se peut qu'à certains moments, par exemple, Anne soit beaucoup plus près du bord et soit beaucoup plus difficile à distinguer. Mais voilà, c'est un joli couple de cratères. Ensuite, et la suite, c'est là. Tac. Alors, on va monter un petit peu en difficulté, puisqu'on va aller voir vraiment en bordure du limbe lunaire. Il y a quelques cratères qui sont sympas à observer.
mais forcément beaucoup plus difficile. Et notamment ces trois cratères qui sont Gauss, La Pérouse et Plutarque. Allez, commençons avec Gauss. Le cratère Gauss, c'est un beau bébé de 177 km qui est profond de 3600 mètres. Alors, et on le voit là à l'image. Mais il est vraiment en bordure d'image. Voilà. Le cratère Gauss, c'est ce cratère-là qui est vraiment en toute bordure. Et par exemple, il sera visible, le cratère Gauss sera visible pour le deuxième jour de lunaison en avril, mais à d'autres moments de l'année, en septembre par exemple, vous ne le verrez pas. Il est vraiment pas facile à observer. Autre cratère pas évident, La Pérouse. La Pérouse, diamètre 75 km, il n'est pas grand. Il a été nommé lui aussi en 1935 par l'UAI, du nom de l'explorateur français. Et La Pérouse, que je ne me trompe pas, je vais plutôt utiliser mon joker. Alors, mon joker, parce que je ne crois plus me souvenir, je crois qu'il est par là. Ah, et lui aussi, il est super en bordure. Alors, je vais aller le chercher. Tac. Avec l'atlas virtuel au terminateur. Formation exceptionnelle. Je vais remettre l'éphéméride au deuxième jour. Voilà. Le terminateur et la Pérouse. Alors, la Pérouse, que je repère. Oui. Ah oui, d'accord. L'Angrenus est là. La Pérouse. Ok, je vois. Donc, l'Angrenus est ici. C'est deux petits cratères. Et je regarde. Hop. Ouais, c'est ça. Donc, les cratères Barclay et Captain, et juste après la Pérouse. Voilà. Donc la Pérouse, il est là. Donc il est vraiment super en bordure. Et là, il est aux limites du visible sur cette photo.
Là, parce que la libration n'est pas favorable ce jour-là. Alors, ensuite, Plutarque, c'est aussi un petit cratère de 68 km. Et là aussi, il est vraiment pas facile à observer. Il est dans la zone de libration et on va aussi chercher avec tac, Plutarque. Alors, information Plutarque. Alors, Plutarque se trouve. Ah bah voilà. On trouve Berosus Anne et Plutarque. On va aller voir ça. Alors, Plutarque. Tac. Ouais, on se promène sur le terminateur. On passe en revue la mer des crises. Voilà. Berosus Anne. Et là, il faut deviner Plutarque. C'est par là ou par là. C'est peut-être par là. Ouais. Là aussi, c'était pas un jour favorable pour voir Plutarque. Mais ça sera le cas en avril pour le deuxième jour de lunaison. Et il me semble que c'était le dernier objet, enfin le dernier cratère étudié aujourd'hui. Voilà. Tac. Bah voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le deuxième jour de la lunaison. Donc, ah oui, si, quand même. Rappeler un petit peu les moments où vous pourrez la voir, ce deuxième jour. Tac, éphéméride. Alors, alors, le deuxième jour de la liaison, ça sera le prochain, ça sera en fait le 4, non, ça sera le 6. Non, qu'est-ce que je raconte? Le 12, attendez, je cherche parce que faut que je mette mes lunettes, moi, c'est pas possible. Alors, donc il y a 2 jours, ok. Alors la date, c'est le 14 avril 2021. Alors, la difficulté, c'est que là, le deuxième jour pile de la nuit-liaison, c'est qu'à 4h30 du matin, donc ça sera, la Lune sera couchée pour nous. Elle ne sera pas visible. Donc il faudra attendre que la Lune soit visible pour pouvoir voir ce deuxième jour. Et ça sera un deuxième jour plus 16 heures, je crois, un truc comme ça. Donc ça sera plus proche du troisième jour. Le 14.
Mais si vous ne voulez pas attendre le 14 avril, vous pouvez aussi tenter. Donc là, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune, c'est demain, non? C'est ça? Attendez, hop. Non, le 28, voilà, c'est ça. On est le 27, donc la pleine lune, c'est demain. Et alors, on monte. Et voilà. Et le deuxième jour, enfin le jour après la pleine lune, Plutarque a commencé à disparaître et un certain nombre de cratères vont commencer à disparaître aussi. Vous avez ici Condorcet. Donc ça correspond aux 16,35 jours. Voilà. Et donc demain, vous pourrez observer pendant de longues minutes ces cratères disparaître progressivement dans la nuit. Tac. Je vais continuer, j'avance un peu. Bon, Uranus, faudra attendre peut-être 2 jours après la pleine lune pour le voir disparaître. Pareil aussi. Attendez, ce qu'on va faire, hop, on va avancer un petit peu dans le temps. Voilà, c'est Vendelinus, c'est pas forcément le plus sympa, mais Langrenus, par exemple. Hop. Hop, là, non, c'était dans l'autre sens. Ainsi s'achève cette balade lunaire consacrée au deuxième jour de la lunaison et au jour d'après la pleine lune. Rendez-vous le mois prochain. On va faire simple. Hein. Le mois prochain, on va s'intéresser au jour numéro 3. Voilà. Bon week-end et à bientôt sur la chaîne YouTube de l'association Steren. Ici. Et voilà.